À 2 heures de vol de notre vieille terre de France, l'Irlande, et sa tout aussi vieille histoire. Sa ville, Belfast, au cœur d'un demi-siècle de bouleversements politiques. Ses rues, traversées depuis des centaines d'années par les travailleurs de la mer et de la terre. Ses pubs, où la working class se retrouve dès 15 h le vendredi, dans des moments de convivialité où les débats seront remportés par ceux qui crieront plus fort que les autres. Et les alentours. La divine île entourée par l'horizon marine. Une autre vision de l'éternité de Rimbaud. L'Irlande partage avec nous une richesse culturelle immense, un puits sans fond de ressources historiques, politiques, littéraires, théâtrales et cinématographiques. Une terre de culture. So you want to go to a real party? Voyager dans la culture irlandaise, c'est voyager dans sa propre culture. Aller aux sources d'histoires et de faits qui nous ont suivis toute notre vie. Des mythes, des légendes, des drames. Dans un Belfast à jamais habité par l'âme des marins qui l'ont construite à travers les siècles, c'est presque une évidence de commencer un voyage initiatique dans l'histoire irlandaise par les chantiers Harland and Wolff, là où 3 navires devant changer l'histoire de la marine commerciale furent construits au début du XXe siècle. Ici, il s'agit de mettre des noms sur des visages, ou plutôt remettre de vrais visages sur des noms. Le site sur lequel furent construits les 3 paquebots est un lieu de mémoire, intensément chargé spirituellement, comme un rappel que derrière les images, le mythe, il y a des familles, des vies, et une ville à jamais endeuillée. Jouant avec cette idée de voyage à travers le temps, près de ces mêmes bureaux de dessin, de ces navettes d'embarquement, de ces rives où le Titanic s'élancera vers Southampton, puis Cherbourg, et son destin dans l'océan Atlantique, une nuit glacée d'avril 1912, s'élève le Titanic Experience, merveille d'architecture au lieu de recueil et de recherche. À l'image de ma conversation avec le conservateur du musée Titanic Belfast Experience. Et il y a donc 3 Titanic qui ont été construits. Absolument. L'Olympic Class Liner. Il y en a 3 au total. Le premier étant l'Olympique. Vient ensuite le Titanic, le cadet. Et pour finir, le Britannique. Il a fallu 3 ans pour construire ces navires. Et 2 ans pour dessiner les plans. Donc 5 ans au total. Il y a beaucoup à voir dans nos salles. Il faut venir voir par soi-même. À chaque nouvelle salle, on apprend quelque chose qu'on ne connaissait pas. La plupart de ce que les gens imaginent vient des films. Et en venant ici, les gens découvrent les vraies salles, les vrais visages. Alors, quand ils sortent d'ici, on leur a présenté la véritable histoire, celle du Titanic. Plus de 100 ans après le drame de 1912, la littérature, la philosophie, la peinture et le cinéma se sont emparés de l'histoire du Titanic pour en faire une légende parfois, un mythe souvent. Le chef-d'œuvre A Night to Remember de 1958 avec une mère, M-E-R, en personnage principal d'une passion tragique. Et évidemment le chef-d'œuvre de James Cameron qui n'oublie rien des racines irlandaises du Titanic dans ses acteurs, personnages, costumes et compositions musicales. Sur ce lieu de mémoire, et pour une raison qui n'appartient qu'à la mer, c'est à Oscar Wilde, qui grandit non loin de là, à qui l'on pense. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Et comme un signe aux nouveaux moyens d'échange avec les nations qu'offre le temps qui passe, les abords du quai d'amarrage du Titanic sont voisins du terrain abritant les Titanic Studios, où une autre page de l'histoire culturelle irlandaise devait s'écrire. Traverser les collines irlandaises, c'est traverser la littérature de Tolkien, de C.S. Lewis ou de Jonathan Swift, dont ces lieux sont si empreints. C'est aussi traverser l'œuvre littéraire de George R. Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones, dont une grande partie de l'intrigue fut inspirée par l'histoire irlandaise, de la guerre des roses aux contes et légendes. Il n'est donc pas étonnant que l'adaptation cinématographique de la saga littéraire fut réalisée en majeure partie en Irlande. Le temps de ces contrées est un mystère. En quelques minutes, une tempête devient arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel une brise douce et légère. De quoi laisser imaginer à l'image différentes terres, différents endroits de ce territoire de Westeros, où évoluent Stark, Lannister, Tyrell et Greyjoy. Game of Thrones est à l'Irlande ce que les rois maudits de Maurice Druon sont à la France. Dans ces studios récemment ouverts au grand public, c'est le savoir-faire irlandais de l'artisanat qui est, aussi, mis à l'honneur dans un voyage visuel exceptionnel. Celui des décorateurs, accessoiristes, maquilleurs, maîtres d'armes, qui ont aidé à associer pour longtemps l'image de la fantasy de Martin et celle de l'Irlande.
les acteurs Natalia Dena et Daniel Portman, respectivement Osha et Podrick dans la série aux 8 saisons de HBO, gardent un souvenir artistique et personnel éternel du tournage dans les terres irlandaises. Je me sens très nostalgique de revenir ici. J'avais une larme à l'œil en arrivant. C'est surréaliste, vraiment. J'ai juste l'impression que c'était hier. J'arrive pas à y croire, la dernière fois que j'étais là, ça devait être il y a 7, 8 ans. Où sont passées toutes ces années. C'est incroyable de revenir ici. Tellement d'émotions, de nostalgie, mais de bonne nostalgie. J'ai commencé dès la première saison, donc dès le début du tournage finalement. Donc je savais pas encore ce que c'était. Puis j'ai commencé à lire les livres, et là j'ai compris. Ça va devenir monumental. Et plus je lisais, plus j'étais investie. Et je pouvais voir comment le monde s'agrandissait au fil des pages. Et je voyais cet échiquier se mettre en place, donc ouais, c'était en train de devenir gigantesque. C'était quelque chose de différent. C'était quelque chose de spectaculaire. Je crois que c'était très tôt, au début de la saison 3. J'ai appelé la production et je leur ai dit « Ne m'envoyez pas le scénario ?» Et ils m'ont répondu « Quoi ?» J'ai dit « Ne m'envoyez pas le scénario ?» Et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas improviser ?» Je leur ai répondu « Non, non, envoyez-moi mes scènes, mais pas le reste. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer. » Je suis arrivé dès la saison 2 et je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne ce que c'est devenu en fait. Ce phénomène international. Vers la fin de la saison 3, je commençais à sentir à quel point et à quelle vitesse c'était en train de grandir. Je pense pas qu'on puisse vraiment s'attendre à ce que des œuvres deviennent aussi réussies et reconnues. J'étais de ceux qui étaient réveillés à 2 h du matin, avec un casque pour ne pas réveiller la famille, à 1 mètre de ma télé. Je veux dire, je suis arrivé quand j'avais 19 ans. Juste l'opportunité d'avoir pu travailler avec d'aussi grands acteurs, si expérimentés, de tous ces pays différents et de tous ces parcours différents. Si vous ne regardiez pas Game of Thrones, vous étiez mis de côté au travail, vous étiez un paria. On parle, non, tu ne peux pas venir, va-t'en. Comme le précise le casting de Game of Thrones, les artistes visuels sont une partie majeure de la série. Alors les prothèses que vous pouvez voir là-bas, j'en avais juste une sur la gorge, et on n'avait que 3 prises possibles au tournage. Ça prend des heures à mettre, et c'était la fin de la journée, et je me faisais tuer, du sang giclé de partout. Et donc j'avais juste 3 prises, et je devais bien mourir, bien jouer, et je devais tomber pile entre 2 caméras dans un endroit bien précis avec le sang partout. Et je me disais, non, si je me rate, je vais juste coûter à tout le monde une journée de tournage en plus. Et à la 3e prise, c'est bon, c'était dans la boîte. C'était super stressant. Je dois dire, la dernière fois que je suis venu ici, on m'a tué. C'était mes 3 derniers jours de tournage et on l'a filmé ici. Mais je croise les doigts pour une meilleure conclusion aujourd'hui. Ça me prendrait un mois entier de vous raconter ce que j'ai pu apprendre en travaillant sur Game of Thrones. Ça me prendrait peut-être 2 mois. L'un des meilleurs moments que j'ai vécu était pendant le procès de Tyrion. Regardez Peter Dinklage donner ce dernier discours et je l'ai regardé faire 7 fois. Hypnotisant. J'en croyais pas mes yeux. Mais ces moments étaient quotidiens. On n'arrête jamais d'apprendre. Vous travaillez avec les personnes les plus créatives du milieu. Vous travaillez avec les meilleurs réalisateurs, les meilleurs scénaristes, les meilleurs costumiers. C'était l'élite de chaque département. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, si je ne travaille plus jamais en tant qu'acteur, j'étais dans Game of Thrones. L'univers de Game of Thrones, à jamais associé à l'Irlande, c'est une métaphore visuelle qui trouve son apothéose en plein cœur de Belfast, là où les Glass of Thrones, d'immenses œuvres d'art en verre, sont disséminées dans 6 parties de l'aile maritime de la ville, à l'image des 6 épisodes que comporte l'ultime saison. Près des quais du AC Hotel, nous replongeons dans la bataille des bâtards, l'honneur de Ned, la vengeance d'Arya avec les Stark. Près du pont de Liggenveer, les Baratheon et la Femme Rouge. Près du pont de l'Odyssée, la folie ascendante de Daenerys et l'histoire des Targaryens.
Près du SS Nomadic, qui embarqua les passagers sur le Titanic, les derniers instants d'Odor. Près du HMS Caroline, sachez qu'un Lannister paie toujours ses dettes. Et à l'endroit même où fut bâti le Titanic, le trône de toutes les convoitises. Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement démodé. Ces mots de C.S. Lewis résonnent au vu de ces terres qui l'ont inspiré pour son épopée fantastique de Narnia. Tant d'auteurs ou de poètes trouvent la source de leur inspiration dans ces paysages qui ne pourraient être filmés nulle part ailleurs. Sur ces lieux, qui furent utilisés par George R. Martin dans son écriture et par l'équipe de la série pour son adaptation, c'est l'Irlande historique qu'on le retrouve, toujours. De ces petits villages, où l'artisanat a pris de génération en génération et lui aussi au service de l'amour qui lie l'univers de la fantasy de Martin et le pays du trèfle. De ces lieux de légende et hantés, avec lesquels je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas plaisanter, notamment en présence de natifs. Du haut de cette tour, une femme se jeta, il y a plusieurs siècles. Depuis, les nuits, vers 3 heures du matin, on l'entend à la recherche de son enfant, des cris perdus entre le vent et les vagues. Sur ces terres utilisées comme décor pour la ville de Bravos, ses huîtres, ses coqs et ses palourdes, c'est la cadette Stark que l'on imagine partout. Laissez un loup vivant, et les moutons ne sont jamais en sécurité. Ici, près d'un cottage rappelant Downton Abbey, une ferme. Les lieux de tournage du domaine de Winterfell rappellent à tout œil averti les images du pilote le plus réussi de l'histoire de la télévision, Winter is Coming. De ces ruines qui n'ont jamais si mal porté leur nom, tant elles éblouissent le paysage irlandais. Ici, le vieux cimetière du village protestant et le château alentour allaient devenir le camp de Robb Stark, oui, l'endroit même où l'épée fut usée, plus que de raison.
Ici, les terres agitées des Greyjoy, peut-être le lieu le plus magique des décors naturels de la série. Toute l'Irlande est résumée en ce lieu. Agitation, histoire, beauté, éternité. L'immense poète irlandais William Butler Yeats écrivait « Si je pouvais t'offrir le bleu secret du ciel, brodé de lumière d'or et de reflets d'argent, le mystérieux secret, le secret éternel, de la vie et du jour, de la nuit et du temps, avec tout mon amour, je les mettrais à tes pieds. Mais moi, qui suis pauvre, et n'ai que mes rêves, sous les pas je les ai déroulés. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. » There's an internment camp on the left where the little people, they're rounded up, because there's lots of little people up around here. They go up the Erie Mountain, down the Rushy Glen. We don't go a-hunting for fear of little men. We folk, good folk, trooping all together, green jackets, red hats, White Isle's father. Down by the rocky shore, some make their home, living in crispy pancakes of yellow tide foam. Others in the mountains by the Black Mountain Lake, with frogs as their watchdogs, all night a week. They stole little Bridget for 7 years long. When she came back again, her friends were all gone. They stole her back by the night and the morrow. We thought she was fast asleep, but she's dead from the sorrow. They kept her ever since, deep within the lake, on a bed of flag leaves, watching till she wakes.